Autour de Merab Dvalishvili qui va tenter, enfin déjà un record parce que un champion qui aura combattu 4 fois dans la même année calendaire, c'est extrêmement rare. Ce n'est même jamais arrivé chez les bantamweight. Il aura également, s'il s'impose, donc battu le record de défense de ceinture. Bref, monsieur part à la chasse au trophée, au statut de GOAT et donc il retrouve monsieur Yan. Donc c'est lui qui a demandé la revanche contre Petr Yan. On va voir ce qu'on en pense évidemment, et puis une carte de fin d'année pour l'UFC qui est chargée, mais c'est vrai que y a rien qui moi me fait dire, enfin bon, on va taper la nuit blanche parce qu'on est des professionnels, hein, vous le savez, mais à part ça, bon. Par rapport à Merab ou par rapport aux combats qui ont été annoncés? La carte au global, parce qu'on a aussi Pantoja contre notre frérot Joshua Van, qui va être, je pense, ça va être un très très bon combat, mais tu vois, il manque ce gros main event qui te fait te dire, bon, 5h du matin, un dimanche. Non, c'est sûr. Hein. Oui, non, c'est sûr. Ce sera une petite nuit et un petit réveil. Mais après, il y a aussi Peyton Talbot contre Henry Cejudo. Enfin, il y a quand même des match-ups où je suis très curieux. Donc, c'est. Oui, voilà, il manque la superstar, mais c'est quand même pas mal. Et pour Merab Dvalishvili, ouais, du coup, comme tu l'as dit, il va peut-être battre. Donc là, il est à 3 défenses de titre bantamweight et il va peut-être avoir 4, ce qui serait le record de la catégorie. Pour le 4 combats, 4 défenses de titre dans l'année calendaire, ça s'est déjà fait dans l'UFC. Je ne crois pas, en fait, c'est ça. Là, je l'ai pas vu. Je ne sais plus si c'est record bantamweight ou si c'est record tout simplement à l'UFC. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 1 an et 3 mois, il aura enchaîné 5 combats, Merab Dvalishvili. Donc ça fait plaisir de voir de l'activité chez un champion. Alors, no UFC fighter has ever successfully defended. Donc aucun combattant UFC n'a jamais défendu avec succès 4 fois son titre dans une année calendaire. Et bah voilà. C'est parti les gars, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSUEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Merab qui demandait donc au micro de Joe Rogan, enfin qui disait non, si, il y a des mecs qui me battent hein, d'ailleurs à l'entraînement. Donc finalement là, quelques années plus tard, il retrouve Petr Yan. Pour rappel, hein, les gars, Petr Yan contre Merab, c'était soldé par une victoire par décision unanime 50-45, 50-45, 50-45, wow, de Merab. Donc ça veut dire qu'il a gagné absolument tous les rounds et un 11/49 au takedown pour Merab Dvalishvili. Jamais personne n'avait tenté autant de takedown lors d'un combat à l'UFC. Et c'est vrai qu'on regarde des dynamiques. Hein. Aujourd'hui, 3 victoires consécutives pour Yan. Donc c'est vrai que c'est un peu le prochain mec disponible. Et du côté de Merab, bon bah c'est du Merab. J'ai du mal à voir comment on pourrait avoir quelque chose de différent. Mais bon, on se souvient aussi de quand Figueiredo était en pleine bourre, il s'était pris un stop. La Merab peut-être, enfin pour moi le seul moyen de le battre c'est de le mettre KO. C'est vrai que dans les mecs chez les Bantam, ça peut être un mec comme Yan. J'adore, visuellement là c'est incroyable hein, l'ambiance que ça dégage, Takam Rusty. Oui, c'est un petit peu ombre et lumière. Ouais. Ouais, non, c'est pas mal. Moi je trouve ça un peu sombre, mais bah c'est. Alors, moi aussi, en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que. Bon, déjà, enfin, je veux dire, avant ce combat-là, on se demandait déjà, c'est-à-dire qu'on se disait ça peut être Petr Yan, mais en fait, on se disait, bon, qui, à part peut-être Sean O'Malley, parce que Sean O'Malley, il a vraiment ce côté, il peut mettre KO sur un seul coup, et c'est un des rares, finalement, en bantamweight, en réalité. Et Sean O'Malley, il croit toujours, d'ailleurs. Et ce qui est très bien, et ce qui est tant mieux. Mais en fait, ce que j'adore avec Sean O'Malley, c'est, je sais pas si tu as vu, tu sais, lorsqu'il y a eu la réaction de Sean O'Malley au fait qu'il avait passé les 100 takedowns Merab Dvalishvili, et qu'il avait mis, je sais plus, une dizaine de fois au sol, comment s'appelle-t-il, le dernier adversaire Corey Sandhagen. Et Sean O'Malley avait répondu « Ouais, moi je l'ai pas laissé avoir autant de takedowns parce que je me suis même pas relevé. » Et ça vraiment c'était assez marrant. Donc je kiffe l'autodérision de Sean O'Malley, mais au-delà de ça, effectivement, c'est un des rares qui peut potentiellement mettre KO et donc battre Merab Dvalishvili, parce que sinon, à part ça, en fait, bien sûr qu'un mec qui fait la DCC ou qui peut le soumettre, hein, je veux dire, mais dans un combat de MMA, bon courage. Parce que je suis prêt à parier qu'il a cette résilience à la Volkanovski contre Ortega quand il est pris dans la guillotine. Je pense que Merab, il est tout aussi dur au mal. Donc, on n'était pas très chaud avant ce combat-là pour Petr Yan de toute façon.
Et en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que ce qu'a dit Petrian, mais ce qui est peut-être vrai, hein, c'est que je crois il était à 40% ou un truc comme ça physiquement lors du premier combat, et que donc là, il sera beaucoup plus prêt physiquement. Souviens-toi de En fait, Pereira. Souviens-toi de ouais, alors, Pereira. ouais, c'est ça le problème en fait, c'est que il y a eu Pereira depuis qui a utilisé. C'est même pas. Le truc, c'est que voilà, quand c'est Pereira qui le dit et qu'ensuite il explose en KLF en 80 secondes, en fait, c'est difficile de dire et de se placer là en Monsieur Je sais tout. Ouais, c'était une excuse. Bon, quand Pereira fait ça, tu peux. En fait, on peut juste fermer nos gueules. Mais la majorité du temps, on a quand même l'impression que ça peut être un peu des excuses, mais parce que voilà, il faut trouver quelque chose, il faut trouver un angle. Peut-être que c'est le cas aussi pour Petrian. Tous les combattants sont toujours blessés de toute façon. Il n'y en a aucun qui arrive à 100% le jour des combats à ce niveau-là. Mais disons, j'aurais presque préféré que Petrian dise un truc en mode je me suis laissé aller à une stratégie qui n'était pas la bonne. En fait, quelque chose où on pourrait se dire c'est pas que de l'impalpable et de l'abstrait en mode ouais bah j'étais un peu blessé, je me sentais pas bien. C'était quelque chose de purement j'ai pris ces décisions là à ce moment-là, j'aurais pas dû. Où on peut se, ou en tout cas moi en tant que fan, je vais parler que pour moi, je peux me raccrocher à quelque chose où je me dis ouais ok, il a pas pris le combat forcément de la bonne manière, mais là il va arriver un peu avec une attitude ou en tout cas un game plan différent. Là si c'est juste en mode non non mais je serais plus en forme, hein. C'est horrible parce que ça peut être vrai et c'est peut-être absolument vrai et peut-être que ça va faire une différence de fou. Mais en tout cas, en tant que fan, c'est difficile de s'y raccrocher, tu vois. Tellement ça Ah, peut être du bullshit ou pas et on le sait oui, pas. ah bah complètement. Et ce qui arrive extrêmement souvent dans les sports de combat. En tout cas, moi je trouve que c'est logique. Le truc c'est que Ouais. Merab est hyper actif. Là, il fallait un mec disponible. Et c'est vrai qu'Yann, au regard de la dynamique, et ce gars-là. Et après, si Merab venait à gagner, bah bon courage pour trouver un prochain contender. Enfin, pour moi, c'est montée quasi obligatoire. Ou alors, c'est la montée donc de Alexandre Pantoja qui affronte Monsieur Joshua Van. Mais là, j'ai très peur. Enfin, j'ai très peur. Oui et non, parce que je suis plutôt team Joshua Van là-dessus pour ce qu'il apporte et son style. Et je pense que Joshua Van peut mettre KO Monsieur Pantoja. Il peut, hein. Il peut. Alors après, c'est de ce que je me souviens des combats qu'on a vus de Joshua Van, c'est pas un mec qui met KO sur un seul coup. On parlait de Sean O'Malley, on parlait de Pereira, c'est pas non plus ça Joshua Van, c'est un mec qui est extrêmement précis, extrêmement c'est même pas doué de ses mains, c'est vraiment c'est un naturel qui a tellement capté le striking enfin le MMA au global mais c'est en striking qu'il est le plus impressionnant en tout cas, que c'est quelqu'un qui petit à petit va te détruire mais par des frappes ciblées, chirurgicales. Donc c'est là où ça peut être chaud, c'est que Pantoja non seulement lui aussi est du Romal. Bon cela dit, il prend des risques Pantoja, mais quand on voit ce qu'a fait Pantoja contre c'était Kaya Sakura ou ouais c'était Kaya Kaikara Sakura France ou aussi. ouais Kaikara France, on se dit waouh, c'est difficile de Waouh. l'arrêter quand il fait ça et c'est que quand il fait ça, c'est-à-dire bah oui, il prend des risques, il avance bah pas tête baissée mais presque quand même pour coller son mec contre la cage, le mettre au sol et ensuite bon courage pour se débarrasser d'un Pantoja bah, qui est en mode berserker. Et c'est vrai on aurait tendance à se dire que Joshua Van est encore un peu jeune dans sa carrière MMA. S'il est mis au sol par un gars de la trempe de Pantoja et assez rapidement dans le round, ça peut être quand même très compliqué pour Joshua. Après, bon, voilà, il a quoi? Il a 23 là, Joshua, il est hyper jeune. On a vu des John Jones qui deviennent champions à cet âge-là et font des choses extrêmement impressionnantes. Donc c'est possible, hein. C'est C'est. possible. C'est Allez. juste que les probabilités vont plutôt du côté de Pantoja. Allez, on monte dans le van. On monte dans le van. euh. Coco Main Event, on a Henri Cerudo contre Peyton Talbot. Vraiment, what the flip. What the flip avec ce combat-là. Henri Cerudo, je déteste ça quand t'as un mec qui est quand même passé de potentiel go-to, qui s'en rapproche, Triple C, le gars était tout en haut, à maintenant affronter des Peyton Talbot. Enfin, c'est... Wow. Bah, en fait, moi j'ai l'impression qu'on est dans un cas de. Il veut absolument combattre Henri Cerudo. L'UFC ne l'aime pas. Et donc, je pense. Enfin, Dana White en tout cas. Et donc, je pense que l'UFC est en mode bah, ok, tu veux combattre. Bah, par contre, prends lui. C'est-à-dire que ça ne t'apporte rien si tu gagnes. Il a absolument tout à gagner, Peyton Talbot. Mais
À prendre ou à laisser, chef. À prendre ou à laisser, chef, mais très très bien pour Peyton Talbot aussi après sa première déconvenue en carrière. Et là, on saura vraiment s'il gagne, bon bah, autoroute vers le top 5 et potentiellement vers un title shot fin 2026. Et sinon, énorme stop. Et puis pour Henri Cerudo, c'est plus pour rester relevant. Ouais, pour rester dans la conversation. Dans quoi. la conversation, exactement, parmi les meilleurs au monde. Dans les gars que l'UFC déteste, et ça ne nous plaît pas du tout, petit coup de gueule, monsieur Fares Ziam. Là, vraiment, donc il est aussi sur... Ouais, hostie, il est sur... Après, détester, c'est dur. Je pense que c'est simplement qu'ils font des calculs froids, en fait. Oui, bah voilà. Bah voilà. Ouais, mais détester, ouais, il le déteste, Fares. Il le déteste, et moi, ça m'énerve, parce que vraiment, donc, Fares qui sera aussi sur cette carte du mois de décembre contre Nazim Sadikov. 0 défaite à l'UFC, un bourbier qui n'est pas top 15 non plus. Enfin voilà, c'est dur pour Fares parce que c'est encore un mec, s'il le bat, ça veut vraiment dire quelque chose. S'il perd, malheureusement, bah t'as ce côté, le gars a perdu contre quelqu'un que personne ne connaît. Et ouais, ça m'énerve. Bah c'est chiant. Après, il y a tellement de monde aussi chez les lightweight, en vrai. En fait, il y a énormément de monde chez les lightweight, et puis je pense que c'est simplement que l'UFC, bon, bah, ils font le calcul de, d'accord, alors, sur quel marché est-il? Le marché français. On a déjà plein de monde sur le marché français qui sont des têtes d'affiche qui font vendre, etc. Ok, donc c'est pas comme s'il n'y avait qu'une seule figure de proue. Donc, ok, ça veut dire qu'il n'est pas forcément... Genre, comment est-ce qu'on appelle ça même sur le marché français, c'est pas le. Il est pas. Merde, comment on appelle ça tu peux faire sans. Une figure de proue, une. Ouais. Voilà, donc je pense qu'ils font ce calcul froid là. Ouais. Oui, surtout, oui, comme tu l'as dit, ils ont déjà un lightweight avec BSD. Ouais, donc. Ouais, et là, t'as Axel Sola qui arrive en plus. Donc, je pense qu'ils se disent ça. Et la raison pour laquelle on dit ça, c'est vraiment uniquement pas. Enfin, si on interprète froidement ce que fait l'UFC, probablement que voilà, ils se disent c'est pas forcément celui qui est le plus connu des représentants lightweight et des représentants des combattants français au global. Donc c'est pas forcément celui qui a le plus gros levier possible de négociation à leurs yeux. Et puis ensuite il y a peut-être j'allais dire, j'espère que c'est pas le cas, mais en réalité, c'est des businessmen, ils s'en battent les couilles de tout ce qui est émotion, machin, l'UFC. Bon, bah, en étant tout à fait cynique, on pourrait aussi faire l'hypothèse que, comme du coup Fares a annulé son dernier combat puisqu'il voulait, voilà, il a eu une tragédie personnelle. Je crois que c'était le décès de sa grand-mère qui a fait qu'il voulait être là pour l'enterrement, je crois, et que du coup il n'a pas pris le combat, ce qui est absolument noble et ce qu'il faut faire parce qu'il y a quand même autre chose dans la vie que le professionnel. Mais je pense que l'UFC, eux, s'en battent les couilles. Et donc je pense que l'UFC se sont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on a froidement si on enlève tous les côtés, les raisons pour lesquelles on a quelqu'un qui avait un combat de prévu et qui n'était pas là. Bon, bah du coup, on continue de ne pas forcément lui faire de pont d'or ni quoi que ce soit. Et donc, ils lui mettent un mec que personne ne connaît et qui est un tueur à gages. Si on est vraiment cynique, je pense que ce sont les raisonnements de l'UFC. Ouais, comme Fernandez auparavant, mais j'espère vraiment qu'après ce combat, déjà, il va s'imposer Fares, et qu'ensuite, il aura enfin un mec du top 15. On avance Rusty, puis dernier combat, franchement, cette carte, en fait, elle est hyper dense, mais c'est ça, il manque la petite cerise sur le gâteau. Quand même aussi Brandon Moreno contre Tatsuro Taira. Ouais, c'est cool ça, ouais. Ouais, c'est cool, bah je pense que... Ça devrait quand même aller pour Brandon Moreno, je pense, même si Taira est extrêmement talentueux. Mais le combat est cool, hein, franchement. Et tout ça, c'est sur la même carte? Ouais, tout ça sur la même carte, l'UFC 323, la dernière d'ESPN. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que je pense qu'ils s'en gardent sous le coude parce que Volkanovski ne revienne pas non plus. Voilà, il devait de base. En plus, c'est une carte à Vegas. Hein. Oui, c'est une carte. Ouais. Je suis très curieux pour le coup, très très curieux des chiffres que va faire cette carte. Parce que le public américain, tu vois, te vendre en main co-main Merab et Pantoja. Je veux dire, t'es ESPN, tu finis ton contrat, tu sais qu'il y a des pay-per-view là, wow. Ah bah oui, non, bah c'est dur. Hein. Mais oui, il y a des chances effectivement que ce soit pour l'UFC. On vous met un équivalent pay-per-view, mais voilà, on vous met toutes les moins grosses têtes d'affiche qu'on a. Démerdez-vous. De toute façon, vous puez du cul. On part avec nos nouveaux amis de Paramount. Donc, je pense que c'est voilà. Mais après, voilà, au-delà de la vanne,
c'est pas qu'ils ont raison, mais bon, Au-delà de la s'il faut Joshua Van, impressionner, vas-y. voilà, s'il faut impressionner Paramount et les mettre en confiance immédiatement dans les 6 premiers mois de leur deal, en réalité, froidement encore une fois, mais ils auraient tort effectivement de foutre Ilia Topuria et versus Islam Makhachev sur le dernier pay-per-view ESPN, tu vois. Là, ce serait vraiment une décision de Golemont de l'espace, donc on peut les comprendre. Merde, on n'a plus personne pour Paramount, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Non, Oui. mais oui, évidemment. Donc voilà pour le dernier pay-per-view de l'année. Merab Dvalishvili qui part à la course à l'histoire, ça va être quelque chose. Et puis ouais, il y aura aussi du Jan Blachowicz, du Marvin Vettori, du Macy Barber pour les 5 d'entre vous que ça intéresse. Terence McKinney aussi, tu vois. Mais typiquement, en fait, c'est là où Enfin non, pardon, j'allais dire une énorme connerie. Waouh. Donner les noms du dossier Epstein? Non, bref. Non, mais c'était pour là, Joshua Van encore un peu. non, j'allais dire Terence McKinney qui affronte Chris Duncan et j'allais dire ouais, c'est scandaleux et tout, mais j'avais oublié, vraiment c'est sorti, mais de toute façon ça va ressortir comme ça que Terence McKinney avait battu Faresiam et j'allais crier à l'injustice alors que bah en fait non. Voilà. Eh oui, parfois ça arrive les gars. Enfin, j'ai pas mon NutriPure, hostie. Mais t'inquiète pas, moi j'en ai plein sous le coude, j'ai que ça. Mon bureau est rempli full of it. de NutriPure. Donc NutriPure les gars, c'est français, made in France, naturel, bio, les bars sont là. Code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat, moins 10% qui sont cagnotés pour vos futures commandes. Regardez-nous, nous sommes en Wicked One, code la sueur, vous avez moins 20%, là on est en mode lifestyle avec les t-shirts oversize. Et puis Holy Moly les gars, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, plein de nouvelles saveurs, il y en a qui sortent pour Halloween aussi. Ah ça y est, il y a les boissons de réhydratation, il y a les milkshakes, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Bye. Oui, moi j'avais une dernière question pour toi, pour vous monsieur. Comment tu réagis et qu'est-ce que tu fais à la place de Henry Cerudo, puisque bah voilà, on parle de lui parce qu'il va affronter Peyton Talbot avec la vidéo qui est parue où il est dans une convention avec Rampage Jackson. Et il n'avait pas compris que c'était en live en fait et que le live ne s'arrêtait jamais, le show ne s'arrête jamais. Et il explique comme ça, doucement, en chuchotant, donc en plein dans le micro de Rampage Jackson. Est-ce que tu as vu la meuf juste à côté qui a un énorme boule? Je sais plus si. Enfin, comment tu réagis à la place d'Henry Cerudo? Parce que quand il a réalisé que c'était en live, il était pas bien le man. Non. Ça m'a beaucoup fait rire. Comment tu réagis? Pour moi, faut assumer. J'assume. Comme ça. Ah oui, j'assume à 1000%. Ah oui, en fait, surtout quand tu dis un truc comme ça, tu sais, je veux dire, si tu dis, wow, la meuf est tellement chargée et tout, tu sais, tu peux. Comment revenir en arrière? Non, mais c'était une vanne. Non. Tu peux pas. Et en fait, je sais plus si. J'ai envie de dire, je sais plus s'il est marié ou quoi, mais j'ai envie de dire, peu importe. Enfin, tu vois, toi et moi, bon, bah, on est maqués, on a une dame chacun de notre côté. En fait, malgré ça, je pense que c'est humain, c'est comme ça. Bon, bah, voilà, c'est de la même manière que ces dames, quand elles voient Henri Cavill ou je sais pas, bah, voilà, probablement qu'elles se disent, bah, dis donc, il est quand même joli, il est beau gosse. Pour moi, c'est humain et si tu l'assumes, ça passe tranquille, je pense. Oui, complètement. Mais surtout qu'en vrai, là où moi ça ne me choque pas, c'est que. C'est Henry Cerudo, tu vois. Si c'est. Tu vois, Islam Makhachev qui sort un truc comme ça, là pour moi c'est vraiment compliqué. Là, Henry Cerudo. non, mais tu sais, c'est un truc où par rapport au personnage, par rapport à la personne, l'image que le mec a, bon bah voilà. C'est vrai. Là. T'imagines, ou Khabib. Mais non, mais c'est ça. Là, je veux dire, Henry Cerudo, Connor, enfin John Jones, qui vous voulez. Les mecs font des vannes, ils sont connus pour ça. Bon. Ça va avec le mec, donc Henry Cerudo, je pense qu'il était juste en peut-être qu'il s'est dit aussi heureusement que j'ai pas sorti toutes les dingueries qui me passaient par la tête quand je pensais à la meuf, mais sinon tu vois ça choque pas trop. Là c'est plutôt le truc, mais non, ça aussi ça m'a fait le premier truc que je me suis dit, c'est un peu dangereux le monde dans lequel on vit maintenant de se dire tout le monde est parce que c'est ce qu'on se dit souvent avec Rusty, c'est que Rusty et moi on s'envoie des trucs, mais comme vous avec vos meilleurs potes vous envoyez des trucs, c'est des vannes, mais c'est des vannes plus, parce que vous êtes en pleine confiance, le gars vous le connaissez depuis toujours. Et d'être dans un monde où tu
tu ne sais jamais quand t'es en live et que, bah, littéralement, hein, ce que vous allez sortir qui est une vanne, mais bah, évidemment, vous n'allez pas le sortir en live en podcast parce que, bah voilà, ça ne s'y prête pas. Ça, c'est un peu terrifiant quand même. Et là, je pense que Henri Cerudo, t'as eu ça aussi de, bah, je vais parler juste avec mon pote en mode délire parce que je pense que Rampage est aussi de cet agabi-là en mode, quand il y a pas de live, il y a pas de problème. Sauf que là, Rampage est en live, donc t'inquiète pas qu'on se tire à carreau. Et c'est vrai que ça fait un peu flipper quand même. Bah, je suis d'accord. C'est en fait et surtout le bail des live streamers qui donc passent peut-être mais 8-9 heures parfois plus d'affilée en live. Même pour eux-mêmes, c'est presque dangereux parce qu'au bout d'un moment, tu peux presque t'oublier. Enfin, Mais j'en c'est sais ça, rien, t'es je l'ai plus jamais fait, toi-même, tu vois, t'es mais plus complètement. t'es plus. Ouais. Bah, de toute façon, t'es plus toi-même parce que comme en plus, Tu ne comme tu sais que t'appartiens t'es plus. filmé, tu es. Bah, en fait, c'est que tu veux projeter une image qui est pas vraiment Ouais. toi. Tu joues un peu de théâtre forcément parce que t'as envie d'être stylé, t'as envie de faire des vannes, donc t'es même pas vraiment toi-même en fait quand t'es devant la caméra pendant tout ce temps-là. De manière générale, tu vois, mais pendant tout ce temps-là, et probablement que pour nous c'est pareil aussi, tu vois, d'une certaine manière et à un certain degré. Mais c'est vrai que là, en plus pour Henri Cerudo, c'est vrai que c'est dur parce que tu te dis putain, c'est. Je sais pas s'il va développer une paranoïa, tu vois, mais maintenant tu dis ok, dès que je suis avec un mec qui est connu et que je suis en direct devant des gens, en fait, je m'auto-censure. Et c'est là où, et comme ça, si tu veux après, parce que comme toi, tu dois partir, tu as une réunion juste après, mais c'est là où quand même c'est beau dans la vie d'être quelqu'un, par exemple, comme Paulo Costa ou Sean Strickland, où de toute façon, tu dis ce qu'il te passe par la tête constamment, et tu es impossible à cancel, et tu es. Enfin, comme tu assumes tout le temps de ce que tu dis et que les gens savent exactement qui tu es en réalité, bah, t'as pas de situation comme ça où tu dois faire du damage control, quoi. Complètement. Je plus, ouais. C'est vrai que quand t'es un mec comme ça, il y a absolument pas de souci, pas de, ouah, je me suis fait hacker, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Non, il y a pas de problème. Mais ouais, non, je suis C'était d'accord. moi. Ouais. Mais vraiment, ce truc de les mecs sont en live H24 et tout, c'est. Ouais. Ouais. Parce qu'au moins, quand vous voyez les événements UFC ou même les trucs sportifs, vous avez les gros panneaux, vous êtes filmé, machin, vous savez ce qui va se passer. Là, je pense que le mec était juste avec son pote et. Non, mais t'es au courant qu'on est en live? Il a fait ce truc en plus, c'est qui nous échappe tous de comme ça, de te gratter la barbe, de te faire des trucs comme ça où tu sais plus où mettre tes mains. Donc voilà, il est humain comme nous tous.